Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2-0. Avec vous, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Steve Joy. Salut Steve. Salut Francis et bonsoir particulier à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Ça commence bien, ça commence bien. Comment as-tu vécu ton dimanche? Qu'est-ce que tu as fait? Mon dimanche, comme d'habitude, je suis allé au 2-0 comme d'habitude et j'ai attendu ce match comme une finale de Ligue des Champions. Mais je sais pas, malheureusement pour les supporters du Paris, de Paris, ou bien heureusement, je sais pas pour moi, ça a été quand même un dimanche vraiment très agréable. D'accord. Moi, de mon côté, j'ai regardé la finale de Wimbledon entre Carlos Alcaraz et Sinner. Et comme je suis supporter d'Alcaraz, malheureusement, il a perdu. C'était le remake de la finale de Roland-Garros, dont j'étais persuadé que mon dimanche était déjà raté, jusqu'à ce que la lumière fût au niveau des États-Unis. J'ai constaté qu'il y avait une coupure d'électricité à Paris. Donc, crois-moi, j'ai passé ma soirée du dimanche. J'ai bien dormi, comme on peut le dire, comme beaucoup de supporters. Comme beaucoup de supporters, vraiment. Ok, d'accord. Euh, Alors, au programme de cette émission, vous l'aurez donc deviné, nous allons revenir sur le triomphe des Blues de Chelsea face au Paris Saint-Germain dans la finale de la Coupe du Monde des clubs. Par la suite, nous allons vous dresser notre 11 de la compétition. Nous allons essayer de vous donner notre 11 à nous. Chacun, que ce soit Steve ou moi-même, chacun va vous donner son 11. Et à la fin, nous essaierons de savoir si la Coupe du Monde des clubs était une réussite totale ou alors il y a des choses à améliorer. Tu es prêt, Steve? Let's go. D'accord, c'est parti. Alors, la finale de la Coupe du Monde des clubs s'est donc déroulée. Et le moins que l'on puisse dire, Steve, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce résultat. Comment expliques-tu que les Blues de Chelsea aient réussi à triompher du Paris Saint-Germain? Vraiment, je ne sais pas comment le dire, je ne me l'explique pas vraiment parce que nous tous, je pense que tous les observateurs du football mettaient Paris Saint-Germain champion de cette Coupe du Monde de clubs. Et Chelsea est venu vraiment avec une physionomie de jeu. Ils sont venus vraiment avec un style de jeu qui a vraiment, je vais dire, asphyxié le jeu du Paris Saint-Germain. On ne s'attendait pas à ça de Chelsea déjà. Ils ont été très hauts sur le terrain. Ils ont exploité vraiment les largeurs défensives que laissaient Hakimi et Nuno Mendes. Oh, parce qu'ils étaient très hauts déjà et Chelsea réussissait à exploiter les espaces qu'ils laissaient. Donc j'ai vu ça, je me suis dit, bah, ils avaient vraiment travaillé sur ce type de jeu-là pour pouvoir contrer le Paris Saint-Germain facilement. Et lorsqu'on voit même le but, c'est presque des attaques placées, en fait. Bon, on va dire des semi-contre-attaques, mais Mhm. surtout des attaques placées et avec un Cole Palmer vraiment au sommet de son art, avec ses deux buts. Ses deux buts, on va dire à Messi, qui il ne tire pas très fort vers le but, mais il te met ça dans un coin où le gardien ne peut pas aller chercher. Donc, Chelsea m'a vraiment surpris. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce match de Chelsea, mais vraiment, ils étaient très incroyables lors de cette finale. D'accord. Alors, Mhm. Steve Joy, est-ce qu'on peut dire que le Paris Saint-Germain s'est fait prendre à son propre piège? Le Paris Saint-Germain, bon, pas vraiment Parce que prendre son propre parce que piège parce lorsque que je regarde l'entame du match, on a eu une situation où les joueurs de Chelsea, au moment où Donnarumma devait dégager le ballon, ils étaient positionnés exactement comme Ousmane Dembélé lorsqu'il attendait le dégagement de Sommer, ce qui poussait les joueurs parisiens à automatiquement dégager le ballon. C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que de par le pressing qu'ils ont mis sur la défense parisienne, est-ce qu'on peut dire que le PSG s'est fait prendre à son propre piège?
Je ne peux pas je ne peux pas dire prendre à son propre piège, mais c'est vrai que le pressing que Chelsea a mis en place, c'est pratiquement le même que le PSG met, a mis lors de tous ces matchs. Mhm. Et je vais dire, bon, ça, c'est un style de jeu comme tant d'autres, parce que si l'entraîneur de Chelsea a vu a vu les failles, en fait, de la défense du Paris Saint-Germain, s'il a vu que c'est ce pressing-là qui pouvait aider à, à mieux les arrêter, bah, il a mis en place, parce qu'il a vu tout le match du Paris Saint-Germain, certainement. Donc, il a mis en place ce système-là pour que vraiment surtout les latéraux vraiment de Paris n'ont pas cette facilité-là à monter et à redescendre, comme ils l'ont fait lors de toutes leurs compétitions. Donc, je pense que ils ont vraiment, Chelsea a vraiment étudié le Paris Saint-Germain et c'est pour ça on a vu ce match-là et d'une très haute intensité. Cette finale était vraiment une très belle finale. Effectivement. Alors, au-delà de la victoire de Chelsea, on a constaté que l'une des tactiques préférentielles choisies par les hommes de Maresca, c'était les dégagements de leur gardien qui a un excellent jeu de pied sur les côtés. D'ailleurs, les trois buts sont venus de cette manière. Ça veut dire qu'à chaque fois que le gardien de Chelsea avait la balle, il dégageait toujours sur les côtés, généralement du côté de Nuno Mendes. Et à chaque fois, il a été pris de vitesse par Cole Palmer, qui a réussi par sa précision et son pied chirurgical a trompé Donnarumma à deux reprises. Steve Joy, comment expliques-tu que le Paris Saint-Germain n'ait pas réussi à contrer cette tactique qui a l'air plutôt simple à le dire comme ça, mais comment expliques-tu que les hommes de Luis Enrique n'ont pas réussi à trouver une réponse à cette tactique? Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce type de jeu, je pense. Parce que le plus souvent, les attaquants qu'ils ont eu à Paris n'étaient pas du même style que João Pedro. Parce que João Mhm. Pedro a vraiment pesé sur cette défense-là avec son jeu de haut but, avec ses déviations, avec son calme surtout. Donc, et vu que, comme on connaît le Paris Saint-Germain, les latéraux, que ce soit à gauche ou à droite, ils sont toujours en train de prendre l'espace, bah, ils ont exploité les espaces qui étaient derrière eux. Et c'est pour Effectivement. ça que à chaque fois, il y avait danger lors un bon dégagement. Jean Pizzo contrôlait, il y avait Cole Palmer qui venait vers lui pour une remise et vraiment, ça, les gars explosaient pour la contre-attaque et vraiment, ils ont été très, très, très bons pour leur tactique. D'accord. En tout cas, quoi qu'il en soit, Cole Palmer a fait une excellente saison avec les Blues de Chelsea. On se demande encore comment Manchester City a fait pour laisser partir ce talent brut. Il a réussi sa finale en inscrivant un doublé et une passe décisive, ce qui lui a valu le titre non seulement d'homme du match, mais surtout de meilleur joueur de la compétition. Euh, Est-ce que de mémoire, tu as déjà vu une telle performance d'un joueur dans une finale? Dans une finale de mémoire, bon, Moi, j'ai c'était à l'esprit bon, la finale de Cristiano Ronaldo contre la Juve, où le Real s'impose 4 contre buts la à 1. Juventus, Ouais, mais à part ça, j'ai effectivement. rarement vu un joueur imprégner une finale de son empreinte à travers un doublé, une passe décisive. Et surtout qu'il joue, on va dire, presque milieu de terrain, en fait. Donc, Effectivement. c'est ça encore qui met sa performance sur sur un niveau, un piédestal très haut. Parce il a été vraiment bon. Et même dans le retour défensif, il a été très, très, très collectif. Mhm. Il a beaucoup aidé, son latéral et tout. Il a été vraiment partout. Donc, ils ont vraiment respecté les consignes du coach. Vraiment pas comme certaines équipes qui refusent de respecter certaines consignes. Mais bon, c'est pas la question. Donc, il a été très, très bon, que ce soit offensivement et défensivement. Et j'ai vraiment apprécié son match. Au-delà même de la performance sur le plan offensif
des Blues de Chelsea à travers Cole Palmer ou encore à travers João Pedro qui a rejoint les Blues de Chelsea durant la compétition et qui a terminé la compétition avec 3 buts en 3 matchs. On peut aussi souligner le fait que le milieu de terrain de Chelsea a imposé une intensité physique qui a totalement étouffé les joueurs parisiens. Le milieu constitué de Enzo Fernandez, Rick James qui a été repositionné à ce niveau-là et surtout le bison Moses Caicedo. Comment expliques-tu que le milieu de terrain de Chelsea a réussi à mettre en difficulté et surtout à étouffer le soi-disant meilleur milieu de terrain du monde? Je pense que ils avaient comme consigne déjà première de ne pas laisser jouer Vitinha. Effectivement. On sait tous que Vitinha, je pense, la plaque tournante de ce pari. Et j'ai vu que ce soit Caicedo ou Enzo Fernandez, ils étaient, euh, je sais pas, ils étaient comme des chiens enragés. À chaque fois que Vitinha touchait le ballon, il y avait un joueur sur lui jusqu'à ce qu'il lâche le ballon. Donc, ils ne l'ont pas laissé respirer dans de tout le match. Donc, je pense que lorsque on a vraiment vu la pièce qui bonifiait toute l'équipe, bah, lorsqu'on la maltraite un peu, on la rend défectueuse, bah, le reste de l'équipe ne va plus fonctionner normalement. Donc, je pense que c'était aussi l'une des consignes du coach de ne pas laisser jouer Vitinha. Et on l'a mis, on va dire en difficulté, bah, on l'a ressenti sur le jeu du Paris Saint-Germain. D'accord, je partage ton point de vue. Effectivement, la consigne du milieu de terrain des Blues de Chelsea était effectivement d'étouffer Vitinha. Je crois même que c'est pour ça que Rick James a été positionné à ce niveau-là, parce que Caicedo, il a cette capacité à multiplier les courses au milieu de terrain. Il était partout. Le mec, il était partout sur toutes les zones de terrain. Il a un tel impact physique, c'est incroyable. Je crois même que voilà la pièce manquante qui se ferait du bien au Real Madrid. Je dis ça, je ne dis rien. Donc, si Florentino Pérez nous écoute, je crois que voilà son milieu de terrain sur lequel il devrait mettre de l'argent. Mais Moses Caicedo, franchement, j'avais pas l'habitude de regarder les matchs de Chelsea, mais j'ai rarement vu un milieu de terrain avoir un tel impact sur son équipe. Et à côté de cela, comme tu l'as dit tantôt, Enzo Fernandez a réussi parfois avec Caicedo, parfois avec Rick James, à directement mettre la pression sur Vitinha, ce qui a empêché le PSG de mettre son jeu en place. Et au-delà de ce milieu de terrain, il y a aussi un élément qui a souligné. Généralement, les attaques du Paris Saint-Germain, bien que ça vienne de partout, penchent très souvent vers son côté droit à travers Achraf Hakimi. Le moins que l'on puisse dire, Steve Joy, c'est qu'il n'a pas existé contre Cucurella. Et effectivement, c'était vraiment un match dans le match parce que Koukouré, là aussi, il a fait une top performance quand même. Parce que son intelligence de jeu dans le placement, il est incroyable. Je vois encore une action où il était à, je pense, 2 contre 1, il était entre les deux joueurs et il a réussi à feinter, en fait. Il a vu que la passe devait être en retrait et il est revenu, il a récupéré le ballon. Donc, ça montre à quel point lui aussi, il a déjà, il est déjà rodé, en fait, et vraiment, cette intelligence de jeu-là l'a beaucoup aidé lors de ce match. Et Hakimi, c'est vrai qu'il n'a pas fait une grande finale. On peut se dire aussi, il y avait la fatigue et tout ça, mais c'est pas un match de championnat ou un match je sais pas, de coupe. Une finale, c'est, même si tu as des blessures, même si tu es comment, tu te donnes toujours à fond et aujourd'hui, la pièce n'est pas tombée de leur côté, donc, Cucurella a fait un excellent match et Hakimi un peu moins. D'accord, je partage ton point de vue. Déjà, une finale, elle ne se joue pas, elle se gagne. Voilà, d'une part. Et d'autre part, par rapport à l'élément de la fatigue qui a été très vite mentionné, et d'ailleurs, c'est même mon coup de gueule par rapport je ne sais pas là où tu l'as vu, moi je l'ai vu sur DAZN. Je trouve que les journalistes français, ils ont tendance à très vite à vouloir justifier la défaite du PSG sur le coup de la fatigue. Lorsqu'ils tabassaient le Real Madrid ou l'Inter de Milan,
Il ne regardait pas le côté de la fatigue. Pourquoi je dis ça? Parce que là, le Paris Saint-Germain, hier, a effectué son 65e match de la saison, mais je tiens à préciser que Chelsea était à son 64e match de la saison. Donc, je trouve que faire part du fait que la fatigue pouvait avoir un impact, je trouve que c'est un peu fort de café. Ok, ils n'ont pas affronté les mêmes adversaires durant le tournoi, mais il faut pas exagérer non plus. Comme tu l'as dit tantôt, dans ce cas-là, si on regarde la fatigue, les joueurs du Real Madrid, ça va faire quasiment 5 ans qui sont régulièrement soit en demi-finale, soit en finale de Ligue des Champions. Donc, ça veut dire qu'ils ont de longues saisons. L'accumulation de ces 5 années peuvent aussi expliquer pourquoi à la fois le Real Madrid ou encore Manchester City n'ont pas été performants cette année. Je trouve que c'est une excuse qui est un petit peu trop subjective. Je ne sais pas si tu partages mon point de vue. Oui, oui, effectivement. Je pense on peut prendre ça comme, on peut pas prendre cette excuse pour dire que bah, c'est pour ça que le Paris Saint-Germain a perdu cette finale. Non, parce que c'est une finale. Comme tu l'as dit, une finale ne se joue pas et se gagne. Donc, même si vous avez joué, je sais pas, X nombre de matchs, bah, c'est une finale, vous la jouez à fond. Et ils ont été juste dépassés parce il y avait il y avait une équipe en face d'eux qui était bien préparée. Donc, c'est tout. La tactique d'une des équipes a été meilleure que l'autre. Donc, ils ont perdu et c'est vraiment ce qui m'a quand même, ce qui m'a un peu choqué, c'est leur réaction à la fin du match. Moi, j'ai pas compris. Donc, On va y ça revenir, montre on va y aussi, revenir, t'inquiète pas, on va y revenir. oui, Alors, en fait, le, ça montre à quel point aussi peut-être ils pensaient que tout était beau, donc bah, dommage pour eux. D'accord. En tout cas, les Blues de Chelsea remportent la première édition de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, ce qui fait de Chelsea le premier club européen à remporter toutes les compétitions internationales de clubs, à savoir la Ligue des Champions, l'Europa League Conférence, la Coupe intercontinentale et désormais la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Ce qui montre à quel point ce club qui a été, comment je peux dire, reconstruit de toutes pièces, d'une part par Roman Abramovich et là, cette fois-ci, par les nouveaux actionnaires, reste l'un des plus grands clubs européens. De son côté, le Paris Saint-Germain, avant la finale, était le grandissime favori, eu égard des leçons de football qu'ils ont administrées à la plupart de leurs adversaires, que ce soit l'Atlético de Madrid, 4-0, le Bayern de Munich ou encore le Real Madrid sur le score de 4 buts à 0. Steve Joy, est-ce qu'on peut dire que le Paris Saint-Germain a joué la finale avant l'heure? Pas vraiment, parce que avant d'arriver toujours, avant d'arriver à la finale, bah, tu dois toujours passer par certains matchs. Et vu qu'il y a certaines grosses équipes qui sont là, bah, Je veux dire par là, de par le fait qu'ils étaient ultra favoris, de par les observateurs et surtout de par ce qu'ils ont montré depuis l'année 2025, est-ce que tu n'as pas l'impression que dans leur tête, la finale était déjà gagnée? voilà, c'est là où je veux en venir. Et je pense réellement que dans leur tête, je pense qu'ils étaient moins stressés de cette finale-là. Genre, bon, ils avaient dans la tête, genre, c'est acquis. Il faut juste qu'on joue notre jeu et ça va le faire. Malheureusement pour eux, Chelsea avait d'autres ambitions pour cette finale. Donc, je pense qu'ils ne s'attendaient vraiment pas à cet impact-là de Chelsea. Ils se disaient que Chelsea devait avoir une certaine crainte et ne pas vraiment jouer haut. Là, ça devait leur laisser le temps de produire leur jeu. Et on connaît bien, lorsqu'ils ont le temps de mettre en place leur jeu, bah, les filets vont trembler du côté adverse. Donc, je pense réellement ils étaient, euh, ils étaient vraiment là. Bon, on a déjà gagné, genre, ils étaient sur le nuage et tout. Mais malheureusement, Chelsea a lancé un ouragan et le nuage s'est envolé. D'accord. Et comment expliques-tu que le Paris Saint-Germain n'a pas pu apporter une sorte de réponse? Parce que quand on est champion d'Europe et eu égard du parcours qu'ils ont fait, je ne sais pas pour toi, mais même lorsque Chelsea menait 2 buts à 0,
dans l'imaginaire collectif, on avait toujours l'impression que le PSG, sur un coup d'accélérateur, allait réussir à revenir. Malheureusement, on a attendu longtemps une réponse du PSG. Comment expliques-tu qu'à aucun moment on a eu le sentiment dans les faits, dans la pratique, il pouvait revenir au score? Ça ne peut pas s'expliquer. Je pense réellement qu'à un moment donné, même à 2-0, je pense les gars comptaient juste maintenant sur le talent. Parce que n'ont pas, ils n'étaient pas vraiment très collectifs, je vais dire, surtout en première mi-temps. Mhm, Parce que déjà, Vitinha était vraiment hors jeu. Genre, on le mettait vraiment à l'écart parce que il était toujours pressé et tout. Donc, je pense vraiment que ça découle de cela. Parce que vu que Vitinha il n'avait pas sa liberté qu'il a d'habitude, bah, leur jeu était, on va dire, était terrain. Donc, il comptait juste soit sur des actions personnelles par exemple, je sais pas, Désiré Doué ou Zvaravski à de côté. Et ça n'a pas donné vu ils ont trouvé un Chelsea très solide. Donc, c'est normal que ça se passe comme ça. Je partage ton point de vue. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain, je ne vais pas dire qu'ils ont sous-estimé Chelsea, mais on a tendance à oublier que c'est un effectif qui est très jeune. Ce sont de jeunes joueurs qui n'ont pas forcément la force de l'expérience, comme le dit quelqu'un. Oh my God, j'arrive pas à croire que j'utilise ce slogan. Donc, comme je disais, je ne veux pas dire qu'ils ont sous-estimé Chelsea, pardon, mais ce sont des jeunes joueurs et chaque fois qu'ils ont pris le match avec le moins de concentration et le moins de discipline possible, à chaque fois, ça a payé cash, que ce soit contre Nice, que ce soit contre Strasbourg, que ce soit contre Liverpool, même au match aller, ou que ce soit contre Aston Villa dans la seconde période. À chaque fois qu'ils ont pris le match de la mauvaise manière possible, à chaque fois, ça a payé cash. Eu égard des bookmakers, de tous ceux qui croient en eux. Et c'est normal avec aussi les résultats et la démonstration dont ils ont fait preuve. J'ai vraiment eu le sentiment qu'ils se sont dit, ça va passer. Il suffit juste qu'on laisse notre talent parler et les choses vont se passer comme une lettre à la poste. Malheureusement, cette défaite du Paris Saint-Germain nous montre à quel point le football, c'est pas la PlayStation où tu appuies sur un bouton et tu retrouves ton super niveau, où tous les compteurs sont à 99. Lorsque tu es habitué au succès, c'est facile de rester dans le succès. Quand je dis c'est facile, je veux dire par là, c'est facile de te remettre en question quand tu es dans le succès. Mais lorsque tu quittes du succès à une difficulté, pour retrouver ton niveau et pour élever le niveau, ça devient beaucoup plus difficile. Comme je disais tantôt, on avait l'impression à 2 buts à 0 qu'il suffisait que le Paris Saint-Germain accélère pour revenir. Même quand tu entendais les commentateurs au bout d'1 but à 0, ils étaient tranquilles, comme si de rien n'était. Parce que comme ils ont réussi à exterminer l'Inter Miami en une mi-temps. Ils ont réussi à exterminer le Real Madrid en une mi-temps. Ils ont réussi à éclater le Bayern de Munich à 9 contre 11. Ils se sont dit, quoi qu'il arrive, dès que cette équipe va appuyer sur le bouton de l'accélérateur, ils vont revenir au score et ils vont pulvériser Chelsea. Sauf que Effectivement. voilà, l'histoire nous apprend que dans des matchs d'une telle intensité, et n'oublions pas que c'est une finale, elle se gagne, elle ne se joue pas, il n'est pas facile de remettre le bleu de chauffe. Et je crois que cela explique pourquoi ils ont eu cette frustration, car j'ai l'impression que voyant comment ils n'arrivaient pas à remettre le bleu de chauffe et l'accélérateur, malgré les multiples changements de Luis Enrique, eh ben, ils ont pété les plombs, ils ont été frustrés, ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de louper une phase de l'histoire. Et la conséquence, eh ben, c'est Joao Neves qui a voulu refaire la coupe de cheveux de Cucurella. Et surtout, le moins que l'on puisse dire, c'est Luis Enrique qui a fait une prise de catch à Joao Pedro. Comment analyses-tu la nervosité des joueurs du Paris Saint-Germain? Je mets juste ça sur le compte de la défaite. Je pense que réellement, ils étaient tellement sur un nuage. Ils ont tout gagné, pratiquement tout gagné cette saison. Donc, ils se disaient, bah, on gagne. Donc, normalement, c'est une habitude.
vu qu'ils n'étaient pas déjà habitués surtout à gagner la Ligue des Champions. C'est leur première, donc cette finale-là a fait en sorte qu'ils se prennent vraiment pour les rois, c'est vrai, qu'ils sont supérieurs, même s'ils ont perdu cette finale, c'est vrai c'est l'équipe supérieure en Europe. Vraiment, personne ne peut venir leur dire quoi que ce soit. Mais ils se sont dit, bah, on gagne, on gagne, on gagne. Et lorsque tu as une piqûre de rappel de ce type-là, ah, c'est vrai que on va dire, comme on disait souvent, les nerfs sont tendus. Donc, je comprends qu'ils ont été, sur ce coup-là, mauvais, très mauvais perdants. Surtout Luis Enrique. Je comprends pas pourquoi un coach de son calibre se retrouve dans ce genre de situation. C'est inacceptable pour un coach de son standing et de son calibre. Donc, je j'ai pas compris comment il a arrêté le coup, ou bien c'est une gifle, ou je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il voulait faire. Ah, Jean Pedro, j'ai pas compris. Donc, ils devront revoir cette mentalité-là dans, dans le futur parce que tu peux perdre un match, c'est tout à fait normal. Tu peux perdre une finale. Et je pense aussi, vu que c'était sa première finale qu'il a perdue, Mhm. donc je pense que toutes les émotions là sont remontées. Il a agi de la sorte, comme, on va dire, comme le racaille. En tout cas, quoi qu'il en soit, Luis Enrique, à l'image de ses joueurs, ils ont tabassé la plupart des mastodons européens et à aucun moment ces mastodons n'ont manqué de respect au Paris Saint-Germain. Dans la défaite comme dans la victoire, il faut apprendre à être respectueux. Mais je crois aussi que ce qui a joué, et je ne sais pas pour toi, mais je te partage mon avis, j'ai l'impression ils se sont vus trop beaux, tellement beaux, qu'ils ont eu l'impression aussi que dans l'imaginaire collectif, tout le monde les aimait. En fait, ils n'ont pas capté le fait que lorsque tu es le meilleur, ou bien lorsque tu es la meilleure équipe, le public aura tendance à supporter celui qui est censé être plus faible. Les supporters du Real Madrid le savent très bien. Le Real Madrid, tout le monde est contre le Real Madrid. Bien que le public aime le Real Madrid, tout le monde, avant le match, est contre le Real Madrid. C'est parce que le Real Madrid a su justement vaincre cette adversité qui font qu'ils sont respectés. Vous prenez le tennis, lorsque Novak Djokovic aligne les grands chelems, chaque fois qu'il se déplace, qu'il joue contre un joueur beaucoup plus petit que lui, dès que ce joueur commence à mettre en difficulté le joker, automatiquement, ce petit joueur est supporté. Et c'est là l'une des choses sur lesquelles le Paris Saint-Germain doit encore progresser, le fait que lorsqu'ils jouent contre des clubs qui sont censés être plus faibles qu'eux, ils n'auront jamais l'appui du public. Il suffit de voir comment les téléspectateurs et les spectateurs supportaient Chelsea. Et je crois que tout ça a joué. Le fait de voir de la hola du public pour se moquer d'eux, je pense que tout ça a joué. Je tiens à préciser que contre le Real Madrid, les supporters étaient plutôt en train de faire de la hola pour se moquer des joueurs du Real Madrid. Mais vous n'avez à aucun moment donné vu les joueurs du Real Madrid péter un câble. Et c'est là où je parle de jeunesse, non seulement de l'effectif, mais surtout du club. Maintenant, je pense que pour Lucien Riquet, tu sais, un papa, il a une vision qui est beaucoup plus large que les autres. Je pense que Luis Enrique a été frustré de se rendre compte qu'en fait, ils étaient en train de louper l'histoire. Parce que lui, certainement, il a senti que là, ils ont loupé l'histoire. Ce n'était pas juste une finale. Là, c'était une finale pour rentrer dans l'histoire. Ils allaient être potentiellement la première équipe à remporter 7 trophées sur une année. Et donc, parce que là, s'ils gagnaient la Coupe du Monde des clubs, ils auraient eu 5 trophées cette année. Il allait rester la Super Coupe d'Europe, ainsi que la Coupe intercontinentale, qui existe toujours, le format avec chaque champion continental. Donc, je crois que c'est ça qui a plus fait Luis Enrique, bien que c'est dommage. Comme je disais tantôt, dans la victoire comme dans la défaite, il faut être respectueux car n'oublions pas que ce sont des encadreurs et il y a plein d'enfants qui rêvent de faire leur métier. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain a donc échoué en finale de la Coupe du Monde des clubs face aux Blues de Chelsea. Steve Joy, où classes-tu ce Paris Saint-Germain? C'est-à-dire, quand tu regardes cette saison, est-ce que tu estimes que c'est l'une des meilleures saisons sur une année que tu as vu en termes de domination d'un club ou alors
Le fait qu'il n'ait pas gagné cette Coupe du Monde des clubs, ça fait juste du Paris Saint-Germain un club qui a gagné la Ligue des Champions cette année. Bon, déjà, n'oublions pas que le Paris Saint-Germain a vraiment été le Paris Saint-Germain à partir de janvier, hein, parce qu'ils étaient en Mhm. difficulté en Ligue des Champions, ils étaient quoi, 25, 24e sur 32 et tout. Donc, c'était très compliqué en début de saison. Ils ont pu relever la tête lors de la deuxième partie de la saison et rouler sur tout le monde. Mais malgré la défaite en finale, je mettrais quand même ce Paris Saint-Germain surtout collectivement vraiment dans vraiment de ce 21e siècle, dans les cinq équipes les plus dominantes que j'ai pu voir lors de ces, on va dire, 10, 15 dernières années. D'accord, Parce sur une qu'ils ont, saison ou de tout le temps? non, je parle des 10, 15 dernières saisons. Les équipes D'accord. qu'on a eues, donc depuis déjà un bon moment, genre, on va dire depuis les années, on va dire, 2005. 2000, 2005, d'accord. Donc pour toi, si je comprends 2005. bien, depuis les années 2005, tu les classes dans le top 5 des équipes les plus dominantes. Les plus dominantes, oui. Parce que D'accord. en termes de collectif, ils étaient au top. Parce que tout le monde était concerné. C'est rare de voir ça dans une équipe qui a souvent des superstars et tout, et de voir tout le monde qui se donne à fond. Parce on voit quand même certaines équipes où les superstars ne fournissaient pas vraiment beaucoup d'efforts lors de certains matchs et se préoccupaient juste à finaliser devant le but. Donc, ce Paris Saint-Germain, c'est vraiment, ils ont été très impressionnants lors de cette saison. D'accord. Alors là, le Paris Saint-Germain vient donc de clôturer sa longue saison. Au regard de la défaite qu'ils ont eue contre les Blues de Chelsea, selon toi, quels sont les éléments à apporter pour qu'ils puissent améliorer leur effectif pour les prochains combats? Pour les prochaines échéances, je pense que ils devraient déjà, bon, parce que l'équipe en elle-même, elle est vraiment rodée, mais c'est juste Mhm. qu'il va falloir on va dire des remplaçants de luxe qui feront en sorte que le collectif reste toujours au même niveau. Donc, je pense que même, ouais, peut-être en défense, il va falloir une autre doublée que celle de Ronaldo. Il n'a pas été, sa finale aussi a été très, très, très mauvaise. Donc, je pense qu'il va falloir un autre défenseur central surtout et Mhm. peut-être un autre milieu qui acceptera aussi d'être un remplaçant de luxe. Donc, je pense que c'est juste on va dire les deux postes où Et un ils ont remplaçant pour vraiment, Hakimi aussi, je pense. oui, aussi, oui. Pour Hakimi aussi, oui. Tu as parfaitement raison parce que je pense qu'il a pratiquement joué toute la saison. Il n'a pas de doublure. 69 matchs. Voilà. Donc, je pense qu'aussi, de son côté, un défenseur central, un latéral et un milieu de terrain. Alors, effectivement, je partage ton point de vue. Étant donné qu'ils ont pratiquement tout remporté durant la saison, effectivement, ils auront besoin d'avoir une meilleure profondeur de banc. Ils en ont les moyens afin de faire en sorte qu'il y ait moins de différence entre les titulaires et les remplaçants.